Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par l'incubateur HEC Paris et Stripe. Je suis avec Jérôme aujourd'hui. Salut Jérôme. Salut Lisa. Nous allons discuter de stratégie de pricing en B2B, de bonnes stratégies de pricing. N'hésitez pas donc à rejoindre nos réseaux sociaux sur LinkedIn, l'incubateur HEC Paris, sur Facebook aussi, ou notre newsletter. Je vous mettrai aussi le lien dans l'email que nous vous enverrons dans les prochains jours. Si vous êtes donc entrepreneur et que vous souhaitez accélérer votre projet et bénéficier de conseils de multiples experts comme Jérôme par exemple sur l'aspect pricing, n'hésitez pas à rejoindre l'incubateur, en tout cas à postuler. On sera ravis de lire vos dossiers, de vous faire des retours et on l'espère de vous accueillir dans notre prochain batch. Je vais laisser la parole à Jérôme. On va pouvoir commencer ce webinaire. Je suis encore une fois ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bon webinaire à tous et je reste pas très loin. Je prendrai vos questions à la fin d'ailleurs. Merci Lisa pour l'intro et n'hésitez pas effectivement à interagir. Je ne verrai pas vos questions directement, mais Lisa pourra s'en faire l'écho. Je vais basculer sur mes slides, comme ça vous aurez davantage de visibilité. Je reste présent normalement pour essayer que ce soit un peu humain. Je ne vous vois pas, mais vous au moins vous me voyez. Donc oui, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être là et l'idée aujourd'hui, c'est de discuter la stratégie de tarification, un peu de Stripe aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et avant ça, je vais juste commencer par me présenter. Donc, Jérôme Tomasini, je travaille chez Stripe depuis à peu près 1 an et demi. Je m'occupe de nos relations avec tout l'écosystème early stage à travers l'Europe du Sud. Donc, ça va des accélérateurs, des incubateurs, mais aussi des VC early stage, plutôt seed jusqu'à Serie A. Et avant ça, je travaillais chez Twitter, où je me suis occupé du développement de Twitter en France quand le bureau s'est ouvert en 2013. Donc, j'ai un background plutôt en social media, en communication aussi, en partenariat. Et chez Stripe, je travaille aussi régulièrement avec des founders pour évoquer leur stratégie de monétisation. Donc, je ne suis pas sur les produits Stripe directement. Je serais ravi de vous mettre en contact avec nos experts sur le sujet. Mais l'idée, vraiment, c'est d'aborder ce sujet-là. On sait qu'il est crucial en early stage. On a un peu d'expérience d'accompagnement de startups qui monétisent, puisque Stripe, comme vous allez vous voir tout à l'heure, propose en fait et permet aux entreprises de monétiser leur business. Et donc, du coup, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Quelques minutes de présentation de Stripe. Donc, la mission de Stripe, concrètement, c'est d'augmenter le PIB de l'Internet. Ça veut dire de faciliter en fait tout le commerce au sens vraiment large, on ne parle pas juste du e-commerce, pour qu'il se passe en ligne. Donc on en est encore aux prémices de l'histoire, il y a encore des pans entiers de l'économie qui ne sont pas du tout numérisés, qui ne se passent pas du tout en ligne, et on est là, nous, pour faciliter cette transformation à tous les niveaux, à la fois avec les startups, mais aussi avec les plus grands groupes. Si vous voulez retenir quelque chose de Stripe, on construit l'infrastructure nécessaire pour que les business d'aujourd'hui puissent se déployer sur Internet, parce qu'évidemment, les infrastructures existantes n'ont pas été conçues à l'ère de l'Internet, n'ont pas été conçues pour cette mondialisation-là. Donc, on essaye, nous, de la moderniser et de la mettre au niveau. Donc, on a commencé avec cette infrastructure-là, c'est la base de Stripe. Au fur et à mesure, on a ajouté des briques, notamment des briques de paiement. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître il y a une dizaine d'années. Faciliter l'acceptation de paiement, notamment par carte, puisque à la base, Stripe est né aux US, où le moyen de paiement est la carte est le plus important. Mais au fur et à mesure que Stripe se développe, que Stripe s'ouvre à différents pays, il y a différentes méthodes de paiement qui vont être utiles pour les business qu'on accompagne, et on va avoir une complexité qui va s'introduire. Donc aujourd'hui, on fait du B2C, on fait aussi du B2B, on va aider des entreprises qui doivent accepter des virements, qui doivent accepter par exemple aussi des prélèvements. Donc il y a une complexité qui va croissante, et au fur et à mesure de cette complexité-là, on va aussi ajouter des briques plus liées en fait à la manière de conduire son business en ligne, puisque en parlant aux entrepreneurs, on s'aperçoit qu'il y a d'autres problématiques qui vont se faire jour, d'autres types de business models, par exemple les marketplaces qui ont des flux de paiement qui sont assez complexes, où il y a plusieurs parties, les SaaS qui ont des business avec un modèle récurrent, et le fait d'avoir des paiements récurrents, ça a aussi son lot de défis, par exemple le churn, comment gérer l'attrition, comment faire en sorte que les gens
continue à vous payer, n'oublie pas de vous payer, par exemple. Donc, au fur et à mesure qu'en fait, on a travaillé avec des entreprises et des startups, on a complexifié la plateforme de Stripe. On veut malgré tout qu'elle soit la plus facile d'utilisation possible pour les startups. Et ça mène en fait à cette slide-là qui vous montre un peu la typologie d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents secteurs. Il y a des marketplaces, il y a des SaaS, il y a du e-commerce, mais il y a aussi différents tailles de business. Ça va de grosses entreprises, certaines des plus grosses au monde qu'on accompagne, qui sont des entreprises bien établies, mais ça va aussi sur des startups. Là, il y en a une, par exemple, Opin, qui est la première que je citais, qui est sans doute la startup la plus emblématique de 2020, trajectoire météoritique, qui sont passés en 18 mois de rien à 5 milliards en valorisation. C'est une plateforme qui permet de gérer des événements en ligne. Et donc ça, ils ont construit en fait cette startup sur Stripe et ça leur a permis de grandir aussi rapidement avec une infrastructure solide. L'idée de Stripe pour les entrepreneurs, c'est de bénéficier d'une infrastructure qui est quasiment de qualité égale à celle de grands groupes. Donc, c'est quelque chose auquel, il y a plusieurs années, vous n'auriez pas pu prétendre quand vous débutez. Donc là, vous avez le même avantage, j'allais dire, que des grands groupes et vous pouvez grandir aussi rapidement. L'autre idée, c'est justement de ne pas avoir à tout réoutiller au fur et à mesure que vous grandissez, puisque la plateforme, elle peut grandir avec vous et c'est ça aussi un des gros avantages de Stripe. Donc, comme vous l'avez compris, chez Stripe, on est obsédé par les startups. On veut les accompagner, on veut leur donner toutes les solutions pour qu'elles puissent grandir le plus rapidement possible. Il y a certains de nos produits qui ont été quasiment co-créés avec des startups. Je parlais de notre outil pour les marketplaces, Stripe Connect, qui est issu en fait de nos discussions avec Lyft, le concurrent de Uber aux États-Unis, qui avait ces besoins de complexité de moyens de paiement. Donc en 2012, quand on a lancé Connect, c'est en parlant avec Lyft. Il y a plein d'autres de nos produits qui sont aussi issus de nos discussions avec nos utilisateurs et nos clients. Donc le but aussi de cette obsession, en tout cas la conséquence de cette obsession, c'est qu'on a une équipe qui accompagne tous les investisseurs, tous les incubateurs dans le monde, donc les principaux, pour échanger en matière de bonnes pratiques, que ce soit en matière sur le paiement, mais aussi en matière de construction de son entreprise. Et c'est le sujet, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est encore une fois pas pour vous parler des produits Stripe, mais pour vous parler de comment établir votre pricing et votre tarification. Et la tarification, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas juste un prix. La tarification, ça va bien au-delà de ça. C'est quelque chose qui va être fondamental pour la construction de votre business. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'abord en intro de répondre à ces 3 questions. C'est pourquoi c'est important. Deuxième chose, c'est pourquoi c'est compliqué. Et ensuite, quel est votre objectif en termes de pricing. Et je vais vous partager après un petit framework, une méthodologie pour vous inciter à bien réfléchir à votre tarification et à adopter une approche rigoureuse au fur et à mesure que vous la commencez. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes pré-monétisation ou vous débutez votre monétisation, vous êtes focalisé sur votre produit. Et du coup, c'est important quand même de penser à ça pour pas perdre de temps et pas perdre d'argent. Donc, la stratégie de tarification, elle est importante parce qu'elle détermine vraiment le succès de votre entreprise. Le pricing, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intersection de plein de parts de votre business. Et c'est ce qui fait que parfois, c'est un peu compliqué de le concevoir, de le conceptualiser, puisqu'il touche à différentes choses. Première chose, il conditionne en fait votre total addressable market. Une des manières de calculer son total addressable market, c'est de multiplier le nombre de personnes que vous souhaitez servir par le prix de votre solution. C'est une des méthodes pour le faire. C'est en général celle qui est la plus recommandée par rapport à l'approche top-down. Et en tout cas, pourquoi c'est important d'avoir cette approche-là, de calculer son total addressable market, c'est parce que quand vous allez voir des investisseurs, si vous voulez lever des fonds, eux, ils vont s'intéresser à la taille de votre marché potentiel. Et évidemment, si c'est des fonds de capital risque, ils vont vouloir avoir un gros marché. Sinon, ça ne fera pas l'affaire pour eux, étant donné la manière dont ils travaillent et puis les retours qu'ils doivent à leurs propres investisseurs. Donc, c'est important déjà de concevoir ce prix-là par rapport à la taille de votre marché ou la manière dont vous allez calculer votre marché potentiel. La deuxième chose, c'est que le prix, ce n'est pas juste, donc, comme je disais, un chiffre, c'est aussi une information. C'est une information que vous transmettez en fait à vos prospects, à vos clients. Et donc, cette information-là, elle est importante.
Et c'est pas quelque chose de contre-intuitif par rapport à notre nature de consommateur. Souvent, en B2B, le fait d'avoir un prix trop bas, c'est quelque chose qui va faire peur aux acheteurs potentiels qui sont des acheteurs professionnels. Donc, le fait d'augmenter son prix, ça peut être au contraire, ça peut générer plus de ventes parce que ça va avoir un effet de réassurance. Donc ça, c'est quelque chose d'avoir en tête, notamment quand vous allez commencer à pricer votre solution. Il faut vraiment que vous vous détachiez en fait, de vos réflexes de consommateur et que vous vraiment commencez à penser de la manière dont votre acheteur, lui, il va raisonner. Le fait d'acheter une solution qui est trop cheap, ça peut poser un risque. Il va se dire, mais est-ce que cette solution, elle va être là dans 6 mois, dans 1 an, alors que moi, je mets ma réputation au sein de mon entreprise en jeu pour faire confiance à cette startup. Et si je sens que c'est trop peu cher, il y a des chances qu'elle ne survive pas et du coup, ça ne sera pas un bon deal et je risque d'en payer les conséquences. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand vous réfléchissez à votre pricing. Essayez de réfléchir aussi du côté de l'acheteur. On en parlera encore tout à l'heure. Ensuite, le prix, ça aussi, ça a un lien avec les attentes que vont avoir les consommateurs, les acheteurs pour votre produit. Plus votre prix est élevé, plus ils vont avoir des attentes en termes de qualité, en termes de service, de customer service, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que vous allez fixer avec votre prix. Et ça peut être une stratégie délibérée. Et ça va aussi attirer un certain type de clients et ça va vous permettre de filtrer ceux, par exemple, qui ne sont attirés que par des prix bas et qui vont souvent être ceux qui vont avoir le plus de problèmes et qui vont vous prendre le plus de ressources, notamment en termes de service client. Autre chose aussi, le prix détermine votre modèle commercial. Quand je dis modèle commercial, c'est que vous allez concrètement tomber dans un de ces 4 cadrant, en tout cas un de ces 3, parce qu'il y en a un qui est vraiment pas possible. Soit vous allez avoir un produit, un service qui a un prix bas, parce qu'il est aussi simple d'utilisation. Et dans ce cas-là, vous allez fonctionner sur un mode de self-serve, donc où les personnes vont directement aller sur votre site, vont acheter votre produit ou vont acheter votre abonnement. Ils n'auront pas à parler à quelqu'un de votre entreprise. Et donc ça, c'est le modèle self-serve. Soit à l'inverse, vous allez avoir un produit qui est très complexe et qui est aussi très cher et qui donc suppose en fait différents niveaux de validation au niveau de l'acheteur. L'acheteur ne va pas pouvoir prendre la décision tout seul. Donc il va y avoir un cycle de vente qui va être plus important, ce qui suppose de votre côté d'avoir une équipe commerciale qui va accompagner en fait les différents niveaux de l'acheteur pour le convaincre de prendre votre solution. En général, pour les startups, c'est plutôt pas conseillé parce que long cycle de vente, vous, en tant que startup, votre facteur X, votre force, c'est votre rapidité. Et donc, plus c'est long, plus c'est un risque pour vous. Ce n'est pas un risque pour le client, lui, potentiel. Il est établi, il est là. Vous, c'est problématique. Et donc, il y a un modèle qui est un peu entre les deux, qui est un modèle transactionnel, où là, votre prix va être supérieur à ce qu'un modèle self-serve, mais pas au point où ça va nécessiter des autorisations pour qu'il y ait un processus trop complexe. Donc là, une personne, une entreprise peut quand même vous payer. En général, ça va être autour de minimum 5 000 € par an de valeur de contrat annuel. Et donc là, en général, vous allez pouvoir vous permettre, parce que le montant est plus important, d'avoir une équipe commerciale qui est directement dans votre entreprise, donc pas des commerciaux qui vont aller sur le terrain et qui vont pouvoir closer ces deals-là et faire grandir votre business. Le quatrième pan, c'est si votre produit est très complexe et en plus peu cher, donc là, vous avez assez peu de chances de vous en sortir, mais en général, vous allez tomber dans un de ces 3-là. Et là, encore une fois, le prix dicte les choses. Et dernier point, pourquoi le prix est très important, c'est que c'est souvent, en fait, c'est votre levier le plus important pour faire grandir votre business. Si vous réfléchissez aux options qui s'offrent à vous, vous avez l'acquisition, donc le fait d'avoir de nouveaux clients, vous avez la rétention, donc garder les clients que vous avez réussi à convaincre. Et 3, c'est extraire davantage de valeur, extraire davantage d'argent des clients qui sont là et que vous avez convaincus. Donc, il est évidemment beaucoup plus compliqué d'aller chercher de nouveaux clients plutôt que d'extraire davantage de valeur de quelqu'un qui est déjà heureux et content de votre produit et qui atteint ses objectifs avec votre produit. Donc, c'est pour ça que le pricing est vraiment une des manières d'optimiser votre revenu. Et notamment, si vous êtes sur un modèle SaaS, vous savez que ça s'ajoute et que ça a des impacts directs sur votre valorisation. Donc, le pricing est important pour ça. Néanmoins, on s'aperçoit que c'est souvent en fait une dimension de votre startup qui est négligée. Il y a un rapport de McKinsey qui estimait que 67% des founders en fait,
à vous qu'ils ont vraiment deviné, qu'ils ont deviné leur prix. Ils n'ont pas fait de manière vraiment très rigoureuse. Parce qu'il y a plein de raisons à ça, et j'en citerai 4. D'une part, vous êtes souvent sur des domaines innovants, donc là, ça va être compliqué pour vous de vous comparer avec votre concurrence ou avec des alternatives. Vous êtes sur des produits qui ne sont pas encore totalement finis, donc là aussi, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de mettre un prix dessus. Vous avez des structures de coûts qui peuvent être ambiguës, et évidemment, vous n'avez pas assez de temps, il y a tellement d'autres priorités que c'est compliqué. Et si vous êtes très orienté produit, vous êtes focalisé sur les produits, et cette partie de distribution et monétisation va un peu venir plus tard. En tout cas, vous allez la négliger. D'où l'intérêt d'avoir cette conversation aujourd'hui et de vous donner quelques idées claires, ou en tout cas idées forces, et surtout de vous éviter des erreurs manifestes. L'idée du pricing en early stage, c'est vraiment de commencer quelque part et de commencer pas trop bas. Et c'est ça l'idée vraiment force de ce webinaire. C'est pas de trouver votre pricing idéal. Ça n'existe pas, ça va être un process. Et justement, il faut que ce soit un process, il faut que ce soit quelque chose d'itératif au fur et à mesure que vous construisez votre startup. Le piège, c'est de laisser votre pricing tel qu'il est pendant trop longtemps. Ça, c'est un des pièges. Donc, ce que vous voulez avec votre pricing en early stage, si vous voulez être sûr de valider le fait qu'il y a de l'argent qui passe de main en main, donc de votre clientèle à vous, de vos prospects à vous, parce que ça valide le fait que vous créez de la valeur. Ça vient juste prouver ça. Si des gens vous disent oui, j'utiliserai ton produit ou j'utiliserai ton service, ça ne vaut rien. En revanche, s'ils mettent de l'argent sur la table, c'est que là, vous avez la preuve que vous êtes sur quelque chose qui peut faire un business. Deuxième idée, c'est que ça vous permet aussi de bien comprendre quel type de fonctionnalités valent la peine d'être construites. Et ça va orienter votre roadmap produit. Il vaut toujours mieux construire des fonctionnalités pour des gens qui vous payent que pour des gens qui ne vous payent pas. Après, tout dépend de la nature de votre produit. S'il est collaboratif, il peut y avoir un intérêt à être sur un modèle freemium au départ, mais si ce n'est pas le cas, il y a assez peu de chances que ça vaille le coup. Donc ça, c'est la page de Stripe il y a une dizaine d'années, quand Stripe s'est lancé. Donc on s'est tous lancés à un moment donné. Il a bien fallu shipper les premières choses. Donc voilà, c'est pour aussi, en termes de pression pour que chacun, voilà, il faut bien commencer quelque part. Et le prix a joué à l'époque un rôle crucial chez Stripe. Donc Stripe à la base, donc des API pour permettre d'accepter des paiements avec un public cible qui était plutôt les développeurs étant pas forcément en fait le type de personnes qui étaient très ciblées par les solutions de paiement. Et donc Stripe a vu en fait un boulevard pour le fait de leur parler et de leur fournir en fait une manière d'accepter de l'argent en ligne qui était simple et qui leur parlait, qui ne nécessitait pas de téléphoner à quelqu'un et de devoir expliquer les tenants, les aboutissants notamment des startups que ces développeurs construisaient. Et donc nos deux fondateurs, quand ils ont lancé Stripe, ils ont pris la décision d'établir une tarification qui était bien supérieure à celle du marché. Les concurrents étaient autour de 2,9, 3,2% par variable sur les transactions, plus 0,3 centimes de dollars pour ces transactions. Donc ça, c'était le range. Et les fondateurs ont décidé de mettre 5% et 0,5 dollars. Donc, vous voyez, bien au-delà de la concurrence. Et c'était manifeste parce que ça leur permettait en fait de filtrer le type d'utilisateur qu'ils allaient avoir au début. Ça forçait en fait à faire que les gens qui allaient choisir Stripe ne le faisaient pas pour le prix. Ils le faisaient pour la valeur que Stripe apportait, qui était une simplicité d'utilisation, quelques lignes de code pour intégrer les paiements. Et deux, ça a obligé aussi les fondateurs, et c'est en écho à ce que je vous dis sur la perception, ça les a obligés à construire un produit qui soit de grande qualité, puisque du coup, ils s'étaient mis cette pression extérieure d'un prix premium. Et ça a continuellement mis cette barre de qualité dans l'entreprise qui a permis d'avoir cette vélocité et ce succès aujourd'hui. Donc, encore une fois, le prix est vraiment clé pour ça. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est un peu, nous, la manière dont on pense au prix et quelque chose que vous pouvez appliquer. Alors, je dirais dire que les 3 premières étapes que je vous présente aujourd'hui sont plus importantes en early stage. La question du packaging, elle peut arriver plus tard. Je vous partagerai quelques exemples, mais l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les bases pour que vous puissiez partir du bon pied. Donc, la première chose, c'est d'abord de poser la question de qui est votre Ideal Customer Profile, l'ICP, donc les personnes que vous voulez targeter au début. C'est vraiment important de partir de vos clients. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, vous pouvez très bien opter comme Basecamp pour une tarification qui est la même pour tout le monde.
Donc là, vous n'allez pas vous poser la question de qui est le client, vous allez juste dire le prix c'est tant et puis c'est tout. Donc là, ça a ses avantages de faire ça, puisque c'est une proposition de valeur qui est assez facile à communiquer. C'est une proposition de valeur qui est assez facile à vendre, mais ça a ses inconvénients. C'est que vous ne pouvez pas extraire la même valeur de différents types de clients. Un petit et un gros vont payer la même chose. Et deuxième point, soit ça fait l'affaire, soit ça ne fait pas l'affaire. C'est un peu binaire. Et donc, ça c'est les inconvénients de cette structure de prix. Moi, ce que j'aurais tendance à vous recommander, c'est que tous les utilisateurs n'ont pas la même volonté de vous payer, ils n'ont pas forcément les mêmes préférences et que la valeur, c'est un spectre. Et qu'en tant qu'humain, on aime bien pouvoir choisir et confronter différentes options pour se faire une idée. Quand vous allez réfléchir à quand vous payez quelque chose, instinctivement, vous allez comparer avec d'autres choses et vous allez essayer de créer en fait cette échelle de valeur. Pour en revenir en fait à pourquoi c'est important de penser à votre ICP, votre Ideal Customer Profile, c'est parce que derrière, ça va vous permettre de comprendre quelle valeur il tire de votre produit. Donc, il faut partir un peu de cette audience-là. Donc, l'idée, c'est aussi de cibler les bonnes personnes au début. Ça, c'est fondamental pour éviter de servir les mauvais, entre guillemets, clients qui peuvent être pas du tout profitables pour vous et vous conduire à dépenser de l'énergie et des ressources pour rien. Donc, mon conseil au début, c'est vraiment de focus. C'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Quand on parle startup, on parle souvent d'échelle, de modèles scalables, etc. Mais en fait, au début, il faut faire tout l'inverse. Il faut vraiment être hyper sélectif sur une ou deux types de typologies de population pour lancer en fait votre mouvement, pour lancer en fait la machine. Donc pour ça, focalisez-vous sur une population qui, grosso modo, a un problème qui est fréquent, qui est urgent et qui est important. Et ciblez-les de cette manière-là pour ensuite pouvoir mieux les comprendre. Et pouvoir mieux leur parler. Donc, quand je dis mieux les comprendre, c'est déjà de pouvoir les contacter, de pouvoir les cibler, de ne pas vous éparpiller en voulant servir différents types de personnes, mais en essayant d'aller cibler une typologie de population. Posez-leur la question de quel est leur problème aujourd'hui, quelle fréquence ils ont ce problème, qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ce problème, quels outils ils utilisent. Vous voulez concrètement avoir une compréhension en fait de leur réalité pour pouvoir voir s'il y a un fit avec votre solution. Donc ça, c'est vraiment la base. Deuxième chose que je vous conseille, c'est de nommer en fait et de personnaliser en fait ces cohortes-là, ces populations-là, en leur donnant un nom. Ça peut être par exemple un nom qui est lié soit à leur fonction, soit à la taille de leur entreprise. Ça peut être, je sais pas, Sales Laura ou Startup Claire, par exemple, en fonction du segment de population que vous visez. L'idée, c'est d'humaniser en fait ces cohortes pour pouvoir être focalisé sur le fait de les servir. Et de pouvoir, au sein de votre équipe, d'être vraiment en disant il faut qu'on serve cette population-là et encore une fois, de pas vous éparpiller. Soyez ajoutez le plus de données possible en fait à ces personnes. Donc là, je vais vous donner un exemple un peu de tableau. Une fois que vous avez ciblé en fait cette population, vous allez vouloir comprendre quels sont les types de fonctionnalités qu'elles préfèrent, quelles sont aussi la valeur qu'elles attendent de la fonctionnalité. Deuxième chose, quelle est leur appétence à payer, leur volonté de payer. Et si vous en avez certaines qui sont déjà dans vos premiers clients, vous allez comprendre en fonction du churn, c'est-à-dire de la durée pendant laquelle elles vont rester avec vous, vous allez avoir un peu un ordre d'idée du LTV, donc du lifetime value, donc de la valeur de l'argent qu'ils vont dépenser avec votre service sur la période qu'ils vont utiliser. Et ça va vous permettre, en fonction de vos coûts d'acquisition de ces personnes-là, de comprendre si c'est des segments qui sont intéressants à servir ou si au contraire, ils vous coûtent trop cher à acquérir et ils dépensent peu. Et ça va vous permettre de raffiner encore plus votre focus sur une ou deux populations que vous allez pouvoir servir. Donc ça, première chose, partez des typologies de personnes que vous voulez servir. Soyez vraiment drastique et focalisez-vous sur une ou deux populations pour bien les comprendre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette section où on peut attendre? Non, tu peux continuer. OK. Donc, la deuxième chose, ça va être d'aligner votre solution et votre prix surtout avec la valeur qui est dégagée par vos prospects et vos clients. Ça, c'est l'idée vraiment fondamentale d'aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-là. Et ça suppose de vraiment changer votre perspective sur le prix.
Alors, intuitivement, vous allez voir le prix, vous, sous l'angle de votre marge et du coup, en fait, de vos coûts et du prix. La différence entre le prix et vos coûts, c'est votre marge, c'est votre incitation à vendre. C'est ce qui va vous faire lever le matin et ce qui va faire que vous allez construire votre business. Ça, c'est votre perspective et vos coûts, vous les connaissez en général et c'est quelque chose qui vous met un peu en confiance et en contrôle. La mauvaise nouvelle, c'est que vos clients, vos coûts, ils n'en ont rien à faire. Eux, la manière dont ils voient votre prix, c'est la valeur qu'ils dégagent de votre solution et le prix. Et le gap entre les deux, la différence entre les deux, c'est leur incitation à payer et à acheter. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer sur cette partie-là. C'est comprendre quelle est la valeur qu'ils dégagent de votre solution pour pouvoir ensuite aligner votre prix sur celle-là. Ce qui vous permet en fait d'avoir, là, à la limite, il n'y a pas de plafond potentiel, alors que pour le coup, il y a un minimum avec vos coûts. Vous allez pouvoir prendre vos coûts, ajouter un petit premium pour faire votre page, et c'est comme ça que vous allez démarrer. Mais ça vous conduit à potentiellement laisser beaucoup d'argent sur la table. À l'inverse, si vous vous focalisez sur la valeur qui est dégagée par votre produit, et surtout en comprenant en fonction des différents types de typologies de population que vous allez viser, ils n'en tirent pas forcément la même valeur, ça va vous permettre de laisser beaucoup moins d'argent sur la table. Donc en gros, le prix, la tarification, c'est le taux d'échange entre la valeur que vous créez et ce que vous demandez comme argent. Pour définir ça, ce qu'il convient de faire, c'est de réfléchir à déjà qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la valeur que vous créez. Le mot valeur, il est assez vague, mais en B2B, ça va tourner autour d'un revenu incrémental que vous allez permettre. Ça va mettre du temps que vous allez, ou un coût que vous allez réduire, un risque que vous allez réduire, ou un temps que vous allez là aussi réduire. Ça va tourner en général autour de ces quatre choses-là. Plus généralement, c'est plus d'argent. Et c'est un peu comme ça que vos prospects vont le voir. Si j'utilise cette solution, je vais gagner plus d'argent parce que ça va me permettre de faire ça plus vite ou de dépenser moins d'argent par ailleurs. Donc, en gros, votre prix, c'est vous vendez de l'argent. Ça, c'est aussi un shift à avoir. Vous ne vendez pas un produit, vous vendez de l'argent pour vos consommateurs, pour vos clients. Et ça va vous obliger à bien aligner la manière dont vous présentez votre produit. Donc, ça va vous obliger à trouver en fait une unité qui va incarner cette dimension de valeur que vous promettez à vos prospects. Donc, idéalement, vous voulez avoir quelque chose qui soit le plus aligné possible avec la valeur que vous proposez. Si vous dites que votre solution va permettre à vos prospects de gagner, s'ils investissent 1 euro dans votre solution, ils vont dégager 100 euros de valeur pour leur business. Il faut que vous trouviez en fait quelque chose qui soit aligné et qui soit crédible pour votre client. Donc, chez Stripe, par exemple, nous, la proposition de valeur de Stripe, c'est qu'on permet de dégager plus de business. On permet à des entrepreneurs d'accepter plus d'argent, notamment avec un module de checkout qui est hyper optimisé et qui va permettre d'augmenter le taux de conversion de vente. Et donc, plus on dégage plus d'argent et en contrepartie, la manière dont on aligne notre pricing, c'est autour en fait d'une tarification à la transaction. Donc, quand notre client gagne de l'argent grâce à notre solution, il paye une commission. S'il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais, il ne paye pas Stripe. Il n'y a pas de logique d'abonnement, il n'y a pas de logique de frais fixes, etc. Donc, vous voyez que c'est très aligné. Quand il y a la valeur qui est créée pour le client, il paye et sinon, il ne paye pas. Et donc, idéalement, il faut que vous trouviez un modèle qui soit le plus aligné avec la valeur que vous créez, parce que tout simplement, ça va faire que vos intérêts avec votre prospect, ils vont être alignés. Plus votre prospect et votre client va dégager la valeur de votre produit, plus il va être content de vous payer et vous allez grandir avec lui. À l'inverse, s'il ne voit pas la valeur et qu'il continue à vous payer, il y a des chances qu'au bout d'un moment, il se pose la question de pourquoi je veux continuer à payer et qu'il churn et qu'il arrête d'utiliser votre service. C'est pour ça que c'est hyper important d'aligner bien votre manière de tarifer par rapport à la valeur qui est dégagée de votre produit. Donc, c'est parfois compliqué, selon votre modèle économique, de trouver en fait une unité qui colle le plus possible à la valeur que vous créez. Si on prend l'exemple de HubSpot, par exemple, HubSpot, il propose des outils comme des sites, des newsletters, pour permettre en fait de générer du business en mode inbound, c'est-à-dire que les gens vont venir sur le site et vont cliquer et vont vouloir en savoir plus sur votre business. Ce qui va vous permettre de closer, pourquoi pas, ces leads-là et de faire davantage d'argent. Donc, leur proposition de valeur, c'est nos outils vous permettent de dégager plus de business, de faire plus d'argent. Mais là où c'est compliqué, c'est que c'est compliqué d'attribuer quelle est la part qui revient à HubSpot.
quel est le pourcentage de business en plus qui revient à HubSpot. Donc, il aura fallu trouver une unité et de faire en sorte que cette unité, elle soit agréée, elle soit acceptée par le client comme étant effectivement quelque chose qui vient matérialiser cette valeur qui est promise. Et donc là, il va falloir tester différentes unités possiblement avec vos prospects pour voir laquelle est la plus alignée avec la valeur qu'ils attendent de votre solution. Donc, quelque chose que vous pouvez faire, c'est en lister une dizaine et ensuite de proposer à vos prospects ou à vos clients de les ranker. Alors, pas en leur disant quel est votre préféré, mais de les forcer en fait à choisir entre l'une et l'autre. Est-ce que vous préférez celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là? Et en fait, en jouant sur ce côté différentiel, vous allez pouvoir voir émerger les métriques qui sont les plus révélatrices de la valeur que vous créez. Et c'est celle-là que vous allez pouvoir utiliser dans votre page de prix au moment de tarifer votre solution. Ce que vous voulez faire en sorte, une fois que vous avez choisi cette métrique-là, ça peut être par vidéo, par gigabyte, par site. Il y a plein de possibilités, mais ça, c'est vraiment en fonction du type de business que vous avez et de ces interactions avec vos prospects que vous allez comprendre quelle est la meilleure pour votre business. C'est important de faire ce travail-là plutôt que juste soit de copier la concurrence, soit de faire ça complètement au pif. Ce que vous voulez vous assurer, par contre, c'est une fois que vous avez choisi ces 2 ou 3 unités qui collent le plus à la valeur que vous proposez et qui est acceptée par votre client, vous voulez faire en sorte que ces unités-là, vous voulez faire une espèce de reality check par rapport à ces unités. Première chose, vous voulez faire en sorte qu'elles soient alignées avec votre structure de coûts. Donc, je disais tout à l'heure au début, l'idée, ce n'est pas d'aligner vos prix sur vos coûts, mais malgré tout, il faut quand même être réaliste. Il faut que ça soit soutenable pour votre business. Donc, il faut que ça puisse grandir de manière harmonieuse. Pour reprendre l'exemple de Stripe, nous, une partie de nos coûts, c'est une partie en fait des frais de transaction que nous, on facture à nos propres clients. Donc, c'est imbriqué et c'est pour ça que nos coûts vont grandir au fur et à mesure qu'on fait plus d'argent. Il faut bien faire en sorte que ce soit aligné. Deuxième chose à avoir en tête, il faut que l'unité que vous allez choisir, elle soit facile à comprendre et qu'elle soit, facile aussi à mesurer pour vos prospects. Si on prend l'exemple de Slack, par exemple, Slack, leur moyen de facturation, c'est pas le nombre, ça aurait pu être le nombre de messages envoyés au sein d'une organisation. Vous pourriez payer Slack au nombre de messages envoyés. C'est un indicateur assez pertinent pour l'utilité de la solution. Plus vous utilisez, plus vous envoyez de messages, plus ça veut dire que vous utilisez Slack, plus ça veut dire que vous en extrayez de la valeur. Mais ils se sont rendus compte que c'est très compliqué pour un acheteur de vraiment savoir combien il va envoyer de messages par mois. Et donc, ça peut être un frein au fait de choisir la solution. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser comme métrique le nombre d'utilisateurs actifs dans une organisation. Ils ont estimé que c'était plus facile pour l'acheteur de comprendre et de l'estimer, et donc du coup d'acheter la solution. Troisième chose, il faut faire en sorte que l'unité que vous choisissez soit optimisée pour votre croissance. Donc, historiquement, dans le domaine en tout cas du logiciel, il y avait cette logique de payer à la licence. Ça, c'était à l'époque où les logiciels ils s'installaient avec des disques et qu'il fallait avoir sa licence et puis mettre le code et puis du coup pouvoir utiliser le software. Quand on est passé sur un mode SaaS, avec logique d'abonnement, certains ont continué à être dans une logique par siège, et dans certains cas, ça a tout son sens, mais dans d'autres, ça peut être un frein. Donc là, pour prendre l'exemple d'HubSpot, par exemple, on pourrait très bien imaginer que dans une organisation, ils vont payer une licence et ensuite ils vont partager les codes autour d'eux, ce qui fait que du coup, HubSpot va laisser de l'argent sur la table puisqu'il va y avoir un partage de la solution. Donc, et ça va freiner l'adoption de la solution au sein d'une organisation. Donc, ce qu'ils ont fait, conscient de ça, ils ont décidé d'utiliser une métrique de tarification qui est différente, qui n'est pas par nombre de personnes qui utilisent la solution, mais qui est par le nombre de contacts générés par la solution. C'est aligné avec la valeur. Qui dit le nombre de contacts créés, c'est le fait que derrière, potentiellement, c'est des opportunités de business qui vont pouvoir se matérialiser. Donc, c'est aligné avec les objectifs de leurs clients. Et en même temps, ça permet de démocratiser, entre guillemets, l'utilisation de HubSpot au sein d'une organisation. Il n'y a plus cette logique de je vais payer à la licence, c'est plus je vais utiliser la solution, plus je vais devoir payer. Et donc, ça lève les freins à la viralisation d'utilisation de la solution. Donc ça, c'est vraiment important aussi de bien réfléchir en fonction de votre type de solution,
quel est le modèle qui fait le plus de sens. Et ça, c'est encore une fois en parlant avec vos clients, en leur soumettant différents types de métriques, que vous allez comprendre, eux, comment ils vont en bénéficier le plus. Ce que vous voulez faire en sorte, c'est que votre métrique elle soit vraiment corrélée à l'usage de la solution et surtout à la valeur qui en est créée. Il ne faut pas que ce soit un frein artificiel que vous mettez. Il faut vraiment optimiser pour la valeur que vous apportez. Et ça suppose encore une fois de faire cet exercice-là et de ne pas copier bêtement en fait, vos concurrents, vos homologues. Ils n'ont pas forcément le même type de modèle. C'est vraiment, vraiment important de partir de ces principes fondamentaux et d'en discuter avec vos prospects pour bien comprendre, eux, comment ils voient les choses. Partez du principe que vos concurrents n'ont pas forcément fait cet exercice-là. Donc, si vous copiez, vous allez copier aussi les erreurs. Des questions sur cette partie-là? Ouais, ils auraient aimé un exemple peut-être un poil plus concret. Et comment tu conseilles d'adapter les prix aux pays que l'on cible? Alors, sur les pays, pareil, enfin, on a listé, moi, je vous conseille de faire simple au départ, donc de vous limiter à un pays, à une géographie, ou de vous limiter à un type de prospect pour ne pas trop complexifier, pour ne pas vous disperser. Et la même chose, c'est de faire une tarification qui est adaptée en fait, au pays que vous ciblez. Vous pouvez mettre la monnaie en question, ce que je vous conseille aussi de faire, d'adapter la devise par rapport au pays que vous ciblez. Les pouvoirs d'achat ne sont pas forcément les mêmes. Et là aussi, d'en discuter avec vos prospects pour évaluer leur niveau de prix. Et ça, le niveau de prix, on va peut-être en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Ensuite, Ouais, j'ai des questions sur comment calculez-vous le lifetime value chez Stripe. Alors, le lifetime value, concrètement, ça va être tu prends la durée, tu prends le churn, par exemple, si tu as une personne qui reste 20 mois avec toi, ça va être, si chaque mois, il y a 5% de ta base d'utilisateurs qui s'arrête d'utiliser ton service, tu vas calculer que ça veut dire que si tu fais 1 divisé par 5%, ça va te donner une durée de vie de 20 mois. Donc là, ça va donner 20 mois multiplié par le prix de la tarification qui est utilisée, ça va te donner la lifetime value de cet utilisateur-là, ce qui va te permettre de savoir combien il va te rapporter. Et tu vas pouvoir comparer ça avec ton coût d'acquisition de ce client-là pour voir si c'est un type de client qui est intéressant de supporter ou si au contraire, il te coûte trop cher à acquérir et en plus, il ne va pas te rapporter suffisamment d'argent. Comment est-ce que tu prouves la valeur de ton produit à ton client? Alors ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ça, c'est un peu votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de bien comprendre leurs problèmes et après de leur montrer, comme je disais tout à l'heure, que ça va être du temps gagné, de l'argent en plus ou un risque qui est réduit. Ça va en général tourner autour de ces trois choses-là. Et si vous avez Alors, du mal… En réalité, la question était posée en anglais. J'imagine donc que la personne s'attend à une réponse en anglais. J'ai pas Ah, fait attention. Excuse-moi. How do you d'abord. prove value to your customer at another stage? Yeah, so you have to think about like the high level value that you're creating, and so you have to start from the problem. So basically, like they must have a problem, otherwise, like you're in trouble. It would be a very hard sell. You better be working on a problem that is urgent, frequent, and important. Otherwise, they won't have the budget anyway. So starting from there, you need to understand like what's missing. Like, do they want to make more money? Do they want to reduce the time? Do they want to reduce risk? And then you need to make the case for that specific objective that they have with your solution. And so start from the customer, start from the problem, and articulate how around those dimensions your solutions will help them. That's how you want to frame it. And you need to refine your proposition value until you can hit one of those dimensions. Otherwise, again, the sale will be very difficult. Great, thanks. On repasse en français. Comment se passe la facturation à l'usage, par exemple à la consommation? Alors, sur ça, là, plutôt dans les produits Stripe, on a un outil qui s'appelle Stripe Bidding qui vous permet de customiser en fait vos différentes modalités d'abonnement et d'utilisation. Et vous pouvez coder en fait en fonction de l'usage de votre produit votre abonnement pour que plus le produit est utilisé, plus il paye en fait votre solution. Ça, on rentre un peu dans le détail. Je peux vous envoyer des liens vers notre documentation pour mettre en place ça. Mais effectivement, les tarifications à l'usage, ça va être souvent pour des boîtes qui font de l'infrastructure. L'avantage, c'est que du coup, ça scale avec la valeur qui est créée pour
pour le prospect et le client. Ok, je te propose de continuer, Jérôme, et on reprendra toutes les questions à la fin. Ok. Donc là, on en arrive, en fait, vous avez défini en fait, la population que vous voulez cibler, vous avez défini votre métrique. En tout cas, vous avez shortlisté un certain nombre de métriques en essayant de partir de la proposition de valeur qui est une de celles que j'ai indiquées là. Et il vient le moment de donner en fait, un niveau à cette métrique-là. Quel est le montant que vous allez choisir. Donc, ce montant-là, il va être fonction de 3 choses. C'est un rapport de force. Donc, il va être fonction de vos coûts, évidemment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut choisir une métrique qui soit alignée avec vos coûts. Il faut aussi que ces coûts-là, vous rentrez dans vos coûts. Deuxième chose, il va falloir aussi qu'il soit aligné avec votre concurrence. Mais sur la concurrence, encore une fois, il faut faire attention à ne pas tomber dans le panneau de les copier bêtement. Et là, je vous raconter l'histoire d'une startup qui s'appelle Circuit. Circuit, en fait, ils font un software qui permet de faciliter les livraisons du dernier kilomètre et de les optimiser, d'optimiser les routes et donc de gagner du temps pour les livraisons. Donc, là, tout à l'heure, on parlait de comment exprimer une valeur. Là, pour le coup, eux, c'est assez clair. Ils vont réduire le temps de livraison grâce à leur software. Donc, au début, quand ils ont lancé leur software, ils ont regardé un peu le paysage concurrentiel et ils ont vu qu'il y avait une alternative, un concurrent, qui avait un plan qui était de 5 € par mois. Et donc, de manière assez directe, ils l'ont copié. Et pendant 15 mois, ils sont restés à 5 € par mois, jusqu'à ce que finalement, ils se décident, peut-être qu'ils avaient un peu plus confiance en eux, ils se décident à le passer à 20 € par mois. Et là, ce dont ils se sont aperçus, c'est que certains de leurs clients les ont quittés, mais la grande majorité est restée. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, leur revenu a progressé de manière importante. Ils se sont aperçus qu'en fait, l'élasticité de leur prix n'était pas celle qu'ils croyaient. Et ça leur a permis de développer plus de revenus. Et la conclusion le regret qu'ils en ont eu, c'est que s'ils avaient fait en fait un exercice dont on aura juste après de meilleure quantification de la valeur qu'ils créent pour leurs clients, ils auraient pu se permettre de pricer davantage. Et ça, c'est vraiment la clé en fait aussi d'aujourd'hui. Première chose à retenir, c'est baser votre produit et votre tarification sur la valeur que vous dégagez. Donc, ça suppose de faire ce travail de quelle est la valeur que je crée pour mes clients et comment je peux trouver une unité qui vient l'incarner, cette valeur-là. Ça, c'est un travail vraiment de fond qu'il faut mener vis-à-vis de vos prospects. Et deuxième chose, c'est comprendre quelle est la valeur que vos prospects dégagent de votre solution et quelle est aujourd'hui, qu'est-ce qui leur en coûte de régler leurs problèmes. Et ça va vous permettre, ça va vous ouvrir une dimension pour vos prix. Donc, première chose, c'est les concurrents, donc pas vous focaliser sur vos concurrents, pas copier leur tarification, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez voir la manière dont ils price. Ils peuvent pricer, comme je disais tout à l'heure, per site par exemple, ou à l'usage. Donc ça peut vous inciter à vous poser la question de pourquoi ils font ça. Vous pouvez pourquoi pas innover et pricer différemment, c'est aussi possible. Par exemple, si vous regardez les pages de prix de Drift et de Intercom, ce sont deux entreprises qui proposent en fait des chatbots pour du customer service. Si vous allez sur la page de prix, ils ont des modèles de tarification qui sont différents. Une, elle fait à l'usage et l'autre, elle fait per site. Donc là aussi, au sein d'une même industrie, au sein d'un même domaine, il peut y avoir des modèles de tarification qui sont différents parce que tout simplement, ils ne vendent pas forcément au même segment. Et ça aussi, ça revient à ce que je disais au tout début, il faut vraiment vous focaliser sur un segment, une typologie de population, et toutes les typologies de population n'auront pas forcément les mêmes préférences pour vous payer, mais elles n'auront pas forcément aussi du coup le même montant à dépenser chez vous. Autre dimension aussi à avoir en tête, c'est des alternatives. Alors, les concurrents, ça fait partie des alternatives, mais il n'y a pas que. L'essentiel des alternatives, d'ailleurs, ne seront pas vos concurrents. Ce sera d'autres moyens, l'inertie, d'autres moyens un peu moins technologiques que vos prospects utilisent pour régler leurs problèmes. Et c'est important que vous compreniez comment ils en arrivent là aujourd'hui. Donc là, il y a un exemple de Teamflow, par exemple, qui propose des bureaux virtuels. Et leur page de prix est intéressante parce qu'ils mettent leur tarification en comparaison avec ce que coûte un bureau à louer. Et donc, ils mettent en comparaison ça avec l'alternative physique. Donc là, on n'est pas sur l'alternative d'un concurrent, mais on est sur quelle est l'alternative à utiliser Teamflow, c'est d'avoir un bureau et de louer des bureaux. Donc ça, c'est important que vous ayez une bonne compréhension de qu'est-ce qui leur en coûte aujourd'hui
à vos prospects. Et vous voulez leur poser la question. Concrètement, quelle est l'addition, quels sont les euros et les centimes presque qu'ils dépensent aujourd'hui. Nous, par exemple, on a lancé aux États-Unis, on a lancé une fonctionnalité qui permettait de réconcilier des virements avec les factures qui étaient émises. C'était une fonctionnalité qu'on a voulu la pricer à un moment donné, on s'est posé la question. Et pour ça, on a parlé à nos prospects en disant, voilà, combien ça vous coûte aujourd'hui de faire cette réconciliation concrètement c'est combien de personnes, combien vous les payez, combien d'heures, etc. Ce qui nous a amené à avoir en fait une idée de ce qu'ils dépensaient, de ce qu'ils étaient prêts à payer ou de ce qu'ils payaient déjà en fait pour résoudre ce problème-là, pour nous pouvoir leur proposer de le solutionner d'une manière plus simple, plus rapide et en mettant une tarification qui soit adaptée avec ce qu'ils étaient déjà prêts à payer par le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que vous allez, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est que vous allez vous focaliser sur ça, sur la valeur qui est créée pour eux ou ce qui leur en coûte déjà. Ça va être très compliqué quand vous êtes au tout début de pouvoir capter la totalité de la valeur que vous dégagez, que vous créez. Et souvent, cette valeur-là, d'ailleurs, vous n'en avez pas forcément conscience. C'est en parlant avec vos prospects que vous allez comprendre comment ils utilisent votre solution et comment, en fait, en termes économiques, ça les fait avancer, ça les motive à l'utiliser. Donc là aussi, présupposez pas, parlez-leur, demandez-leur concrètement votre problème, comment vous le résolvez aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous coûte. Et si vous vous dites, grâce à votre solution, je suis super content, ça me permet de réduire mon coût de 100 € par exemple, vous n'allez pas pouvoir lui demander de payer 100 €. Il n'y aura pas d'intérêt pour eux de payer votre solution si c'est pour en sauvegarder autant d'un point de vue d'argent. En revanche, si vous êtes sur un ratio de 1/10 par exemple, si votre solution coûte 10 et que ça leur permet de faire un bénéfice de 100 grâce à l'argent qu'ils économisent ou l'argent supplémentaire qu'ils vont gagner, là, du coup, il y a une incitation à acheter votre solution qui est bien plus importante, voire même une incitation à en parler autour d'eux parce qu'ils vont avoir le sentiment de faire une affaire. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est important de prendre comme point de pivot la valeur que vous créez. Et cette valeur-là, ce n'est pas moi qui la connaître, ce n'est pas vous qui allez la connaître, c'est vraiment vos prospects qui ont les clés et qui sont capables de vous dire ça. Donc c'est super important. Et c'est compliqué, mais d'aller leur poser ces questions-là. C'est fondamental pour sortir de l'ornière de votre propre, narcissisme, de vos coûts et de ce que ça vous coûte, notamment si vous construisez du software. Donc l'exemple de Circuit dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu pour vous détailler, on parlait d'exemples plus concrets tout à l'heure, pour détailler en fait comment ils en sont arrivés là. Eux, ils ont estimé qu'en fait, un chauffeur faisait 40 heures de livraison par semaine et que grâce à leur logiciel, ils pouvaient faire abréger le temps en fait, de 10%. Donc, grosso modo, ça faisait 16 heures par mois. 16 heures par mois, en calculant que le coût d'une heure de livraison, c'était 10 € de l'heure, ça voulait dire qu'ils créaient une valeur de 160 € par mois pour une livraison, pour un livreur. Donc là, on en parlait tout à l'heure, voilà l'incarnation en fait, de la valeur créée, 160 €. Et rappelez-vous, ils priçaient leur logiciel à 5 € par mois. Donc, ils créaient 160 € de valeur économique pour leurs clients qui utilisaient leur service et ils ont demandé 5 €. Vous voyez qu'il y a vraiment un gros différentiel. Et s'apercevant de ça, en ayant fait ce calcul-là, en se renseignant sur l'utilisation économique et le contexte économique en fait, de l'emploi de leur solution, ils se sont dit on peut aller chercher un abonnement à 20 €. Et c'est ce qui s'est passé. 20 €, ça correspond à 12,5% de la valeur qu'ils créent. Et c'est suffisant pour augmenter drastiquement leurs revenus. Pour leurs clients, ce n'est pas beaucoup. Vous voyez, le ratio entre la valeur créée et le prix était encore largement acceptable, mais pour eux, ça changeait beaucoup de choses en termes de croissance. Donc là aussi, c'est important d'avoir ce contexte et cette perspective-là pour pouvoir bien établir votre tarification. L'enjeu est vraiment, encore une fois, l'idée force de ce webinaire à retenir, c'est éviter de vous sous-pricer. Et la tentation de se sous-pricer, elle est commune à toutes les startups pour les raisons que j'avais évoquées au début. C'est que vous vous lancez, vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre solution. Et souvent, vous ne parlez pas à vos prospects, vous ne leur posez pas la question, vous n'essayez pas de comprendre l'équation économique qu'il y a chez eux. Et donc ça vous conduit à rester trop longtemps, trop bas, et ça freine évidemment vos perspectives de croissance. Donc c'est vraiment important d'éviter cet écueil-là. Vous n'allez pas, encore une fois, trouver le pricing idéal tout de suite, et ce n'est pas la question et ce n'est pas l'enjeu, mais c'est déjà d'éviter de vous mettre à un prix trop bas, trop plancher par rapport à la valeur que vous dégagez pour les gens qui vont utiliser votre solution. Donc, plus vous avez cette conscience et cette compréhension économique du contexte dans lequel ils vont utiliser votre produit, plus vous serez à même d'avoir un rapport de force qui vous sera favorable. Et encore une fois, si vous créez de la valeur, si vous leur permettez de gagner de l'argent ou d'en épargner, le prix,
ça sera une discussion qui sera radicalement différente de vous qui baissez votre prix pour les convaincre d'accepter votre solution. C'est pour ça qu'il faut partir du problème et c'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure à comment on crée la valeur. Donc, voilà leur page de prix aujourd'hui, donc 20 € par mois. Et encore une fois, ils auraient pu s'épargner ça et s'épargner le plan à 5 € par mois s'ils avaient fait en fait, ce travail-là de compréhension. Donc, une manière de faire, c'est comprendre la valeur créée, de prendre un ratio par rapport à cette valeur créée et de proposer ce prix initial. Une autre manière de faire, une autre méthode pour comprendre un peu la banque de prix dans laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est d'utiliser la méthode de l'économiste néerlandais Peter van Westendorp, qui consiste en fait à poser 4 questions. Parce que évidemment, si vous parlez à vos prospects et que vous leur demandez qu'est-ce que vous seriez prêt à payer, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'informations, ça ne va pas vous permettre de tirer beaucoup d'informations sur ce qu'ils vont réellement être prêts à payer. En revanche, en triangulant entre guillemets leurs réponses, vous allez avoir en fait une idée plus claire. Donc, ça consiste en fait à leur poser 4 questions. La première question, c'est à partir de quel point, quel montant la solution elle est trop chère. Deuxième question, c'est à partir de quel moment elle commence à devenir chère. Troisième question, c'est à partir de quel moment c'est un bon deal. Et la quatrième, c'est à partir de quel moment c'est trop peu cher pour être crédible. Et on en revient à ce que je disais au tout début sur le fait qu'en B2B, être trop cheap, ça peut être un red flag et ça peut être quelque chose qui va les désinciter à acheter. Et en fonction de ces réponses-là, et que vous allez poser en fait, à tous les membres du segment que vous allez cibler, vous allez pouvoir avoir apparaître en fait, des courbes comme celle-là, qui vont vous fournir en fait une gamme de prix dans laquelle vous pouvez commencer à tester votre tarification. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tout de suite avoir le prix optimal et d'avoir la réponse à votre question et de passer à autre chose. Ça va être vraiment déjà de ne pas vous mettre dans une bande de prix qui est drastiquement en dessous de ce qui serait prêt à payer. Et c'est ça l'erreur à ne pas commettre au tout début. C'est au moins déjà de partir d'un plancher qui soit le plus élevé possible en fonction de ce qu'eux ils sont prêts à payer. Avant qu'on passe à la partie, peut-être la dernière partie, voilà, une question à vous poser. Alors pour ceux qui sont déjà en train de monétiser, c'est quelle est la dernière fois au cours de laquelle vous avez mis à jour vos prix? Est-ce que dans le chat, peut-être pour ceux qui monétisent déjà, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est une fois et puis vous l'avez laissé tomber et puis voilà. Donc, je vois, il y a un peu de tout, etc. Donc, c'est plutôt récent. Et effectivement, c'est quelque chose que je vous invite à mettre à jour de manière régulière. Et ça, si vous ne me croyez pas, il y a trois signaux qui doivent vous inciter à le faire. Première chose, c'est si, quand vous parlez avec vos prospects, ils ne cherchent pas à négocier. S'ils acceptent le prix tel quel, c'est que clairement, vous êtes trop bas. Donc, il faut que vous heurtiez à une résistance au bout d'un moment. Une règle un peu commune, c'est au moins 20% de pushback. Sinon, augmentez votre prix jusqu'à tester cette limite-là. Deuxième chose, c'est si vos prospects, vos clients vous disent que vous n'êtes pas assez cher. Ou à la limite, ils peuvent le dire comme un compliment, mais encore une fois, ça doit être un signal d'alerte pour vous. Et troisième raison, c'est si vous avez mis à jour votre logiciel, si vous avez ajouté de nouvelles fonctionnalités, il faut évidemment mettre à jour le prix. Il n'y a rien de pire que laisser son prix tel quel, augmenter la valeur que votre produit permet de dégager et de laisser ce prix en l'état. Donc ça, c'est vraiment important. Et le conseil, c'est au moins tous les trimestres ou tous les 2 trimestres, de manière à aussi faire comprendre à vos nouveaux prospects. Là, je parle des nouveaux clients. Vous pouvez tout à fait grandfather, vous pouvez toujours garder vos clients actuels sur le pricing tel quel, jusqu'au moment où peut-être que vous allez ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau plan et vous allez les inciter à basculer sur la nouvelle tarification. En tout cas, pour les nouveaux, il ne faut pas hésiter au fur et à mesure que votre produit s'améliore à pousser et à chercher la limite haute de votre tarification. Encore une fois, le prix ne doit pas être la raison pour laquelle vous êtes choisi. Sinon, vous allez attirer encore une fois le mauvais type de clientèle. Il faut que les gens vous choisissent sur la valeur
que vous créez. Et c'est super important. Donc toute la logique, le questionnement du début, c'est vous posez la question de quel est leur problème, comment vous le résolvez, comment vous quantifiez en fait cette solution-là, comment vous arrivez à trouver une unité qui vient leur rendre acceptable. C'est vraiment la clé de tout. Et le pricing, c'est juste l'incarnation de ça. Mais si vous jouez juste sur votre tarification pour vous différencier, vous êtes confronté en fait, à des problèmes très rapidement. Avant qu'on passe à la partie sur le packaging. On a plein de questions. Je te suggère de terminer et on fera toutes les questions à la fin. Ok. Et Ruben, c'est intéressant sur… je rebondis sur la question de Ruben, peut-être. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur Suez, qui a augmenté le prix. Effectivement, ils veulent, et ça, c'est vraiment très contre-intuitif, c'est ce que je disais au début, c'est que part du principe que la personne qui va acheter votre solution, elle met sa réputation en ligne. En ligne au sens où sur la table, quoi. Et qu'elle n'a pas envie que la solution, elle fait un pari sur vous, elle n'a pas envie que la solution, elle n'existe pas dans 2 mois. Donc, si vous êtes trop peu cher, vous envoyez un signal que vous ne serez pas forcément en mesure de survivre. Donc, c'est super important de donner confiance avec le prix. Le prix, encore une fois, c'est une information que vous transmettez, hein, et il faut que vous ayez ce rapport de force, cette confiance en vous, et cette confiance en vous, elle va venir être dérivée de la valeur que vous créez pour vos prospects. Et la valeur que vous créez, c'est par rapport aux problèmes qu'ils ont. Tout est lié à ça. Et le prix doit être la fin de la conversation, ça ne doit pas être le début. Dernière partie. Donc, le packaging, c'est quelque chose qui arrive en général un peu plus tard parce que ça veut dire que vous allez avoir différents types d'ideal customer profile et que vous allez avoir différents types de packages. Donc, il ne faut pas trop vous prendre la tête sur ça au tout début. Moi, je vous conseille de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Mais voilà quelques modes, quelques typologies de tarification, de grille tarifaire que vous pouvez utiliser en fonction de votre business. Donc, vous allez avoir le module un peu flavor, où là, c'est si vous vous adressez à différents types de segments où il n'y a pas d'overlap entre les deux. Donc là, par exemple, LinkedIn. LinkedIn, ils vont avoir des produits qui vont s'adresser à des chercheurs, à des personnes en recherche d'emploi. Ils vont aussi avoir des produits qui vont s'adresser à des recruteurs qui veulent recruter des personnes. Donc là, il n'y a pas d'overlap entre les deux. Vous ne pouvez pas rarement vous donner de l'un à l'autre. Donc là, c'est des typologies, des espèces de lignes qui sont assez séparées. Le deuxième modèle que vous avez, c'est le modèle d'une offre de base avec des add-ons. Donc des add-ons, des options. Alors, les options, pour vous donner un peu, c'est un peu le modèle de US, c'est le modèle de la voiture. Vous allez acheter la voiture et puis vous allez ajouter les sièges en cuir et d'autres choses. Et ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, la manière de conceptualiser un peu vos features, la manière dont vous les construisez, en haut à droite, vous allez avoir vos produits qui sont différenciants, où il y a, ça dégage une valeur forte et une forte volonté de les payer. Donc ça, c'est les fonctionnalités qui ne sont que disponibles chez vous, entre guillemets. Il y a tout ce qui va être les core features, qui va être où il y a une forte volonté de payer, une forte valeur, pardon, mais une faible volonté de payer. En grosso modo, c'est des choses qui sont considérées comme étant normales. À l'inverse, vous avez le trashland qui va être faible volonté de payer et faible valeur. Donc ça, il faut éviter de construire des features de ce cadran-là. Et après, vous allez avoir ces fameuses add-ons où vous allez avoir une forte valeur, mais une faible volonté de payer. C'est-à-dire que la faible volonté de payer au sens où elle ne va pas être équitablement répartie. Vous allez avoir certaines personnes qui vont vouloir payer cher pour ça, d'autres qui ne voudront pas. Et donc, c'est là où, en fonction des discussions que vous avez avec vos prospects, vous allez pouvoir établir ça. Une manière, encore une fois, de le faire, c'est d'utiliser cette technique de question de préférence différentielle où vous allez parler à une certaine cohorte de personnes et vous allez leur demander est-ce que vous préférez cette feature ou cette feature, cette feature ou cette feature. Vous allez les obliger, en fait, à les ranker l'une contre l'autre, plutôt que de leur demander de leur dire notez cette feature de 1 à 10. Là, ils vont tous vouloir vous faire plaisir, ils vont tous mettre que c'est 9 ou 10, etc. Là, c'est important de les obliger à ranker ces features-là. Et en fonction des préférences qu'ils vont avoir et de leur volonté de payer, vous allez pouvoir voir ces fonctionnalités qui vont apparaître sur cette grille-là. Et ça va vous permettre de moduler votre grille de prix en fonction et de bien ventiler les différentes fonctionnalités. Troisième typologie de tarification, c'est le good, better, best. Donc, c'est la plus connue, on va dire, pour les logiciels de SaaS notamment, où là, en fait, ça va venir accompagner la croissance
de l'utilisateur qui va s'upgrader petit à petit au plan plus important. Donc, vous allez avoir un plan good qui va être en général pour ceux qui sont très sensibles au prix et à l'inverse, le plan better où là, vous allez ajouter des fonctionnalités radicalement différentes. Là, par exemple, tout ce qui va être customer service prioritaire, des fonctionnalités qui là, vont pouvoir parler davantage à des personnes pour qui l'argent est un peu moins un problème. Donc, sur cette partie-là, quelques conseils pratiques. Limitez-vous à peu près à 4 attributs différents entre les différents plans. Ne faites pas une liste à l'après-vert avec plein de checklists parce que ça rend votre page de prix assez peu lisible. Il faut que ce soit intuitif dans la compréhension, notamment si vous êtes sur un modèle self-serve. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon delta de prix entre votre plan le plus bas et votre plan le plus haut. Vous voulez vraiment forcer les gens à s'auto-qualifier et du coup à vraiment s'étendre sur les différents plans. En général, vous allez avoir 20 à 30% sur le premier plan, 50% sur le plan du milieu et 20 à 30% sur le plan le plus cher. Et en tout cas, si vous voyez que vous avez 80% de votre clientèle, enfin des prospects, qui est sur le plan le plus bas, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut commencer en fait à retirer les fonctionnalités de ce plan-là pour en mettre dans les plans plus chers, pour forcer certaines personnes à aller se déplacer sur les plans dont le prix est le plus important. Voilà sur les grilles tarifaires. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que tu as fini, Jérôme, ou pas? Oui, je pense que j'ai fini sur cette partie-là. Je pense que ça peut être intéressant de passer aux questions. Je veux juste vous rappeler, et ça, Lisa, tu leur en parleras peut-être dans le follow-up, mais vous avez droit en tant que startup de l'incubateur ou startup de Station F à des perks sur Stripe si vous voulez monétiser avec Stripe de l'ordre de 50 000 € en fait, de processing sans frais. Et donc ça, on vous enverra le lien avec la présentation et les slides. Top. Je te propose qu'on reprenne donc les questions depuis le départ. On en avait une de Thomas qui nous demande quelles métriques on peut utiliser pour quantifier le risque évité. Alors, ça peut être, là, encore une fois, c'est vraiment à vous de jouer les enquêteurs en fait, avec vos clients, c'est comprendre si, par exemple, ils risquent une amende, si ils ne sont pas, par exemple, compliant ou ils ne sont pas en conformité avec telle et telle dimension de leur produit, quelle est l'amende. Par exemple, pour le GDPR, c'était un gros souci il y a quelques mois, c'était, je crois, 4% du chiffre d'affaires. Si ce n'était pas compliant. Donc, du coup, vous pouvez agiter cette macro-trend, ce risque-là, comme étant un peu quelque chose qui va les ramener vers vous. Vous leur faites peur en disant, voilà, le risque, si vous n'êtes pas en conformité, c'est 4% de votre chiffre d'affaires. 4% de votre chiffre d'affaires, donc votre chiffre d'affaires, vous m'avez dit, c'est tant. Voilà, là, c'est le risque. Et moi, ce que je vous demande, c'est ça. Donc, au final, le prix à payer pour réduire votre risque, le ratio, vous voyez, ça vaut le coup, quoi. Et donc, c'est là où on calcule le ratio entre la valeur créée et le prix que vous demandez. Donc, là aussi, vous voulez toujours essayer de vous appuyer sur quelque chose d'autre, créer un rapport de force avec des alternatives pour justement que la discussion, elle ne se passe pas dans une logique plus de prix pur et dur où ils vont chercher à négocier un peu comme des vendeurs de tapis, mais vous voulez mettre votre prix en perspective. Il faut toujours créer de la perspective dans une négociation pour justement qu'ils soient plus focalisés sur la valeur qu'ils peuvent avoir de votre truc, pour votre solution, plutôt que le prix qu'ils vont en avoir à payer. Quand je dis vendre de l'argent, c'est exactement ça. Plus ils vont penser à l'argent qu'ils vont pouvoir faire avec votre solution, plus la question de votre prix, elle passera beaucoup plus simplement. Mais ça, encore faut-il que vous soyez en mesure, avec vos questionnements, de pouvoir quantifier ça et les inciter à vous le révéler. Merci, Jérôme. Comment est-ce qu'on gère le changement de sa tarification? Alors, le changement de sa tarification, alors, il y a deux choses. Il y a les nouveaux clients. Donc, les nouveaux clients, ils n'ont pas forcément, ils arrivent, ils n'ont pas forcément conscience des anciens prix. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez augmenter de manière incrémentale, par exemple 5% tous les mois ou tous les trimestres, petit à petit, jusqu'à ce que vous voyez, vous monitorez vos chiffres et vous voyez si, en termes de conversion, si c'est du self-serve ou en termes de, si vous avez une équipe commerciale, voir si ça push back. Donc, ça, encore une fois, c'est petit à petit d'augmenter graduellement ça. Et après, pour ceux qui sont déjà clients,
c'est au bout d'un moment, si vous changez votre grille complètement, et ça arrive, hein, vous voyez par exemple Netflix et d'autres, là on est plus sur B2C, le font, ils vont communiquer, et l'important c'est de communiquer sur quel est le changement que vous apportez. Peut-être que vous apportez, entre-temps, le plan dans lequel ils étaient, il y avait certaines caractéristiques, et là vous avez de nouveaux plans qui ont de nouveaux bénéfices, et l'idée c'est de les inciter au bout d'un moment, soit de manière forcée, soit de manière plus graduelle, ou en leur disant, par exemple, le premier mois, on vous fait, parce que vous êtes un client historique, on vous fait un discount d'un mois gratuit sur le nouveau plan pour essayer de faire passer la pilule. Mais encore une fois, si vous êtes confiant sur la valeur que vous créez pour vos clients et si eux-mêmes ont du succès avec votre solution, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous payent pas et qu'ils acceptent le prix. Hein. Et c'est à vous de trouver, et c'est encore une fois un travail d'enquête à la limite, de comprendre ça. Mais partez du principe que vous créez de la valeur. C'est ça votre rapport de force. Et le prix, encore une fois, c'est un facteur de ça. Focalisez-vous sur la valeur que vous créez, essayez de la quantifier au maximum et après, utilisez ça comme un effet de levier. Alors justement, est-ce que tu as des exemples pratiques pour comprendre la valeur que tu génères chez ton client? C'est vraiment leur poser la question. C'est vraiment leur poser la question de pourquoi, et de comprendre. Alors, il y a d'une part comprendre la taille de leur problème et combien ils dépensent aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de la réconciliation comptable. C'est on est allé leur demander combien ça vous coûte. Vous embauchez combien de personnes pour faire ça? Combien de temps ils y passent? Combien vous les payez? Ou en tout cas, vous pouvez aussi vous renseigner par rapport à des sources externes sur combien ça coûte de payer quelqu'un, la tarification. Donc, il y a tout un travail un peu d'enquête à mener. D'une part, ça vous oblige à poser ces questions à vos prospects au début dans le cadre de vos conversations avec eux. Et les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc, il y a des chances qu'ils vont vous donner des munitions en fait, que vous allez au final retourner contre eux au moment d'établir votre tarification. Mais c'est super, super important d'avoir cette vision-là. Et c'est compliqué parce que ça suppose de poser des questions qui sont parfois inconfortables. Vous n'allez pas leur demander combien vous êtes prêt à payer. C'est en fait un raccourci qui n'est pas forcément très pratique pour vous. Si vous leur posez des questions sur ce problème-là, ah ouais, mais et concrètement aujourd'hui, comment vous le résolvez, combien vous dépensez pour faire ça, et que vous vous intéressez à leurs problèmes et que vous les faites parler de leurs problèmes, ils vont vous donner ces munitions-là. Et ensuite, c'est à vous de comprendre dans quelle mesure vous résolvez ce problème, parce que votre startup a de raison d'être que si vous résolvez un problème, sinon personne ne va vous donner de l'argent. Et ensuite, il faut essayer de comprendre de quelle manière vous résolvez ce problème et de le quantifier. Et ça, sur votre site, il faut que ce soit clair. Il faut que moi, si je vais sur votre site, je puisse comprendre what's need for me, quoi. Concrètement, en quoi ça va m'aider, en quoi ça va me permettre d'atteindre mon succès. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est si vous vendez à des personnes, c'est comprendre qu'est-ce que signifie le succès pour eux. Les gens, c'est des employés dans les boîtes, ils ont des objectifs à remplir, mensuels, annuels, etc. Ils ont un nombre de revenus à atteindre. Là, par exemple, si vous êtes dans le business de créer des softwares pour faciliter le pipeline des commerciaux, par exemple, vous savez que ces commerciaux-là, ils doivent atteindre des objectifs trimestriels. Et si votre outil vous permet de leur faire avoir plus de leads ou alors de convertir davantage de leads en opportunités commerciales, du coup, pour eux, il y a une valeur concrète que vous pouvez estimer et derrière que vous pouvez rebalancer dans votre prix. Charlotte, je vais prendre ta question. Dis-moi si je la reformule bien. Comment est-ce qu'on gère quand on a un hardware qui est cheval de Troie d'une solution SaaS pour différencier justement le pricing dans ce contexte particulier? Ouais, j'ai pas de réponse évidente sur celle-là. C'est que j'ai déjà eu le cas d'avoir ce cheval de Troie comme ça. C'est assez compliqué. Alors, pour reprendre l'exemple de Stripe, nous, on a commencé par exemple avec les paiements. Aujourd'hui, les paiements, c'est un business à faible marge traditionnellement. Et au fur et à mesure, on va ajouter des composantes logicielles à notre offre qui vont répondre à d'autres problématiques que les business en ligne ont, les paiements récurrents dont je parlais, etc., qui vont avoir des marges plus importantes. Et donc, l'idée, c'est ça veut dire que tu peux commencer avec du hardware, ça veut dire que tu auras forcément des marges qui vont être très restreintes au début. Il faut que du coup, toute ta culture d'entreprise et toute ta structure de coût, elle soit hyper lean au départ pour soutenir ça. Et ensuite, une fois que tu as le pied dans la porte, d'ajouter cette composante software où là, tu vas pouvoir avoir des coûts plus immatériels, en tout cas plus marginaux, qui vont te permettre d'utiliser les techniques que je t'ai apportées aujourd'hui. Donc, c'est vraiment deux modalités très différentes.
Tu as bien répondu, je trouve. Comment on gère les problématiques de facturation de la TVA en UE Alors, et à l'international, pardon. Stripe alors, ne semble pas gérer cet aspect. non, alors sur ça, on le fait pas direct. Enfin, historiquement, on l'a pas fait directement. Il y a des plugins avec qu'on suggère sur notre page, parce qu'il y a plein d'entreprises qui se connectent avec Stripe via nos API et qui peuvent apporter ça. Mais on est en train d'apporter une solution à cette partie-là. On est en train, alors je ne sais pas quand est-ce que ça sera lancé, mais en tout cas, c'est pour bientôt, pour justement permettre de gérer toute cette partie de TVA, de taxes qu'on ne faisait pas et dont on sait que c'est très compliqué. C'est une des demandes les plus récurrentes en fait, qu'on a. Donc aujourd'hui, on ne le fait pas directement. Vous pouvez le faire via nos partenaires. Et donc, je pourrais partager un lien où il y a Acrobat et d'autres qui peuvent le fournir. Et à terme, ça fait partie des fameux problèmes dont je parlais, qu'on ajoute au fur et à mesure de notre gamme d'outils, parce que c'est remonté de nos utilisateurs. Top. Doit-on garder la même logique de pricing pour des grands comptes, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup plus de négociations qui entrent en jeu avec ces grands comptes? Ouais, alors en général, une page de prix, vous allez avoir soit un modèle self-serve ou si vous ciblez des populations qui vont être ou des segments qui, par exemple, l'abonnement est de quelques dizaines d'euros par mois. Donc la personne avec une carte, elle peut automatiquement le faire. Et après, vous allez aussi souvent avoir un abonnement où vous allez mettre contactez-nous ou contactez l'équipe commerciale. Et donc ça, c'est aussi quelque chose en fonction, encore une fois, des populations que vous visez. Mais si vous visez du B2B, c'est toujours important de garder cette option de contactez-nous. Et ça, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre une gamme de prix sans dire le prix exact de celui-là, mais à partir de 20 000, 25 000 euros par an, on a cette solution, contactez-nous et on vous fera une proposition plus adaptée. En gros, vous voulez quand même permettre aux gens de vous contacter pour des bonnes raisons, pour éviter que n'importe qui vous contacte et que ce soit vous obligez à s'auto-qualifier. Mais pour autant, vous restez assez vague sur le prix final, puisque il y a des chances que, selon leur taille, ils aient une appétence à payer qui va être différente. Et vous ne voulez pas vous mettre dans une situation où vous parlez de première, en grosso modo, et vous figez votre solution. Vous voulez d'abord bien comprendre leurs problèmes, combien ça leur coûte, faire tout ce travail-là d'enquête, entre guillemets, quelle est la valeur qu'ils vont en tirer, etc. Donc, tout ce travail dans le discovery call du début pour pouvoir ensuite leur proposer un pricing qui est adapté à leur utilisation. Donc, mon conseil, gardez une page de prix avec un contactez-nous. Mettez quand même une gamme de prix à partir de quand c'est raisonnable d'appeler, ce qui vous permet parfois de tomber sur une bonne surprise et d'avoir un énorme client. Trop bien. Quand on débute, comment on contourne la problématique du pricing à l'usage pour éviter de vendre sur des montants qui sont faibles et non peu rentables? Alors, c'est compliqué comme question. Ça peut être alors, d'établir en fait une base, c'est-à-dire de dire voilà, ça sera minimum temps. Comme un peu des forfaits, un peu si vous pensez aux forfaits téléphoniques où il y a du hors forfait, c'est de dire vous payez tant jusqu'à tant de gigabytes ou tant de vidéos, c'est tant, et ensuite au-delà, on va être sur une tarification qui va être du hors forfait. Donc ça peut être quelque chose, une manière de faire au début. Soit vous offrez un plan un free trial de 1 mois pour qu'il puisse qui est capé. Ou alors un freemium qui est capé à l'usage pour ensuite pouvoir l'utiliser. À l'exemple, je parlais de Hopin tout à l'heure. Donc, Hopin, ils fournissent un logiciel qui permet d'organiser des conférences virtuelles. Ils avaient un modèle de freemium où en fait, on pouvait organiser un événement comme celui-là, mais on pouvait inviter que 5 personnes, ce qui permettait en fait de pouvoir avoir l'expérience du produit et de vouloir en faire plus. Mais dès qu'on voulait inviter davantage, il fallait passer à la version payante. Et donc, plus il y a de personnes, plus on paye. Donc là aussi, ça peut être une manière intéressante de faire, c'est de donner un peu un avant-goût de la solution, de la brider pour que la personne ait suffisamment de temps de comprendre la valeur et de dire « Ah ouais, je veux vraiment l'utiliser » et ensuite directement les obliger à s'upgrader sur des plans plus importants. Alors, je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question, en tout cas dans certaines nuances, mais comment est-ce qu'on explicite la valeur créée pour le client sur un nouveau produit pour qu'ils aient bien conscience de l'équation à l'écrit? Ouais.
Alors, encore une fois, il faut partir de leur problème. Toujours partir de leur problème. Et ça, normalement, ça doit les obséder. Enfin, si c'est un vrai problème, et c'est un problème urgent, fréquent, etc., ça doit les obséder. Soit parce que c'est un problème avec un concurrent et qu'ils sont en train de se faire bouffer par le concurrent, soit parce qu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs, etc. Donc, il faut vraiment jouer sur. Pensez pas vraiment faut pas penser à soi, en fait, à son produit. Il faut vraiment leur rappeler qu'ils ont un problème. S'il n'y a pas de problème, tout ça c'est abstrait, quoi. Donc, il faut vraiment les ramener toujours à leur problème et leur faire prendre conscience qu'ils ont un gros problème et que s'ils ne le règlent pas, ils vont perdre leur marché, ils vont perdre ceci, ils ne vont pas atteindre l'objectif. C'est de créer un peu ce rapport de force-là en disant il y a ce souci-là. Et ensuite, c'est vous de pouvoir une fois que vous avez bien conscience de ce problème et qu'eux, ils ont surtout très conscience qu'ils l'ont, il faut être capable de prouver que vous résolvez ce problème après, et il faut être en mesure de le quantifier. Donc ça va vraiment dépendre de la solution que vous avez. L'exemple de Circuit, c'est qu'ils se sont aperçus que leur solution, ça permettait de faire une livraison de 10% plus rapide. Donc là, c'est très concret. Et donc, partir du problème, être super, super conscient de quel est le problème, la dimension du problème, qu'est-ce qui leur en coûte, etc. Et après, être capable d'expliciter on connaît votre problème et voilà comment on vous aide à le résoudre de telle et telle manière, selon telle et telle dimension. Mais il faut le quantifier. Parce que si vous ne le quantifiez pas, sinon ça va tourner autour de discussions d'innovation, de tester, etc., de POC, et ça va pas avancer. Donc il faut vraiment faire ce travail, même pour vous-même, de dire c'est plus rapide, ça me permet de gagner plus d'argent. Et l'idée, c'est pas de dire c'est moins cher, parce que encore une fois, si vous dites c'est moins cher, si votre seule différenciation c'est moins cher, vous allez être dans une spirale infernale. Il faut baser ça sur la valeur, et la valeur, comme je vous dis, c'est moins de risques, plus d'argent, du temps qui est souvent lié à l'argent de toute manière. Et grosso modo, c'est en général, vous vendez de l'argent. Et c'est la seule chose qui va vraiment être assez universelle dans tous les types de business. Donc, comment vous pouvez quantifier l'argent que vous leur permettez de gagner en plus, c'est ça la clé. Il nous reste 3 questions. N'hésitez pas, si vous en avez encore quelques-unes à poser, je les prendrai. On a une remarque qui est intéressante, qui est effectivement que quand on est en early stage, on débute, c'est souvent un pricing qui est fixé comme ça, au doigt mouillé, ou à la tête du client. Est-ce que selon toi, le fait de ne pas avoir de stratégie de pricing qui soit au moins cohérente au départ est problématique? Encore une fois, c'est le cas le plus souvent, c'est pas rédhibitoire, mais c'est juste que de bien optimiser, en tout cas de pas sous-optimiser plutôt, de pas sous-optimiser votre pricing au début, ça vous permet de gagner du temps et gagner de l'argent. C'est ça qui est important à avoir en tête. C'est que, encore une fois, votre force en tant que startup, c'est la rapidité. C'est agile, donc il faut optimiser pour la rapidité. Et donc tout ce qui vous permet de grandir plus vite, ça doit être votre focus. Et le prix, c'est une de ces dimensions-là. Et du coup, encore une fois, l'exemple de Circuit, pour moi, il est plus éclairant. Si vous vendez quelque chose à 5 € alors que vous pourriez en prendre 20 parce que vous n'êtes pas posé les bonnes questions, parce que vous n'avez pas fait ce travail de compréhension économique de votre innovation, c'est là où concrètement vous perdez du temps et peut-être un concurrent, lui, il aura mieux fait ce travail-là et il aura capturé le marché avant vous. Donc, et encore une fois, je ne dis pas ça pour blâmer quoi que ce soit, vous êtes focalisé sur votre produit, vous êtes dans votre tunnel, mais c'est important de dézoomer pour comprendre la réalité économique de votre solution. Et parfois, ce n'est pas vous qui avez les clés, parfois, c'est vos clients qui vont utiliser votre solution d'une manière dont vous n'avez totalement pas conscience. Et plus vous les faites parler, et plus vous allez comprendre. Ils vont vous guider, ouais. Et ils vont guider, et surtout, ils vont dire, grâce à ça, s'ils sont contents, en général, ils vont dire, super, grâce à ta solution, je sais pas, je fais X meetings en moins par mois, ou mes sales, ils ont closé X plus de business ce mois-ci, c'est top. S'ils ont du succès, il faut que vous compreniez quel est le succès, qu'est-ce que ça veut dire le succès, et qu'ensuite, vous réutilisez ces mots-là pour en trouver d'autres. Et ça suppose vraiment ce travail d'enquêteur du début, d'être vraiment de coller au client et de lui faire dire en fait ces choses-là et sans présupposer de votre part. C'est eux qui ont les réponses. C'est leur poser des questions, toujours leur parler, et essayer de comprendre dans quel contexte économique, parce que c'est ça la donnée que vous ne maîtrisez pas. Vous maîtrisez votre produit, mais vous ne maîtrisez pas le contexte économique dans lequel il l'utilise. Et plus vous allez être conscient de ce contexte économique, plus vous allez dans des discussions où vous serez plus à l'aise au moment d'évoquer votre prix, parce que vous allez leur dire oui, ça vous coûte ça, mais vous allez gagner tant d'argent. Donc, du coup, la conversation, elle est en 3 dimensions. Elle n'est pas juste vous et votre prix, quoi.
C'est vrai que ça rejoint aussi pardon, une question que pose Nicolas, qui est que comment est-ce que tu t'adaptes? Effectivement, aujourd'hui, il y a pléthore de SaaS et d'outils. Les entreprises sont en permanence contactées par des startups qui leur présentent leurs outils. Comment est-ce que du coup, tu t'adaptes à ça et tu adaptes ton pricing, quoi? C'est pour ça que c'est important de débuter avec une population qui est très ciblée, de se différencier au maximum. Si vous faites un outil de productivité, par exemple, c'est trop vague. Il faut que je fais un outil qui permet à telle typologie de personnes de faire X. Donc, c'est vraiment de focaliser le plus focus possible pour vous différencier. Parce que plus vous allez être focus, moins il y aura de concurrence, puisque vous allez être sur un segment très, 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 très particulier. Plutôt, et en tant que startup, c'est ça qu'il faut viser au début. C'est vraiment trouver un angle Bien qui est adresser un très, besoin très adressé. particulier, quoi. Donc, encore une fois, c'est contre-intuitif avec tout ce qu'on peut dire sur les startups, qui est l'échelle, qui est la mythologie, ça. Mais vous, en early stage, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est se focaliser au maximum, vous contraindre au maximum, de manière artificielle, évidemment, mais vous contraindre au maximum sur une géographie ou sur un secteur ou même sur un segment pour bien être le plus concret possible. C'est la difficulté en fait de cette présentation et je prends les points sur le côté abstrait et tout, et c'est compliqué parce que tous les business sont très différents et tout ça, mais c'est pour ça que je vous dis, ceux qui détiennent les questions, c'est vos customers. Et moi, ce que je peux vous transmettre là, c'est juste une méthodologie pour interagir avec eux, pour extraire en fait la scientifique moelle de ce qui est particulier à leur cas. Donc, le but vraiment, c'est de vous forcer à être hyper spécifique et ensuite de comprendre en fait, encore une fois, leur équation économique et de comprendre leur réalité et de sortir de la vôtre. Et ce qui veut dire de ne pas parler feature, de ne pas parler de votre produit, parce que vous êtes passionné, c'est votre bébé, c'est normal. Mais essayez d'aller vers ce que vous ne connaissez pas et ce qui est leur réalité à eux, ce qui les terrifie, ce qui fait qu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Enfin, c'est ça en fait qui est important. Après, vos premiers clients en général, ça va être des early adopteurs. Donc, les early adopteurs, normalement, ils ne sont pas sensibles au prix, au sens où ils ne viennent pas pour le prix. Ouais. Ils viennent pour tester quelque chose de nouveau, ils viennent pour faire les choses différemment, ils viennent pour… donc, encore une fois, le prix dans le début, le prix ne doit pas être la variable d'ajustement. Il ne faut pas optimiser pour le prix de ce point de vue-là, en disant on est les moins chers et tout. Ce n'est pas ça. Il faut optimiser sur la valeur, il faut optimiser sur le fait que vous allez séduire des gens qui sont prêts à prendre davantage de risques que le reste de la population, en tout cas au tout début. Et donc, c'est ces gens-là qu'il faut targeter. C'est ceux qui ont une plus grande appétence pour le risque. Et les autres, vous leur dites, c'est bon, vous les disqualifiez et c'est pas grave. Vous leur dites, plutôt que vous obstinez à les convaincre, c'est leur dire, c'est pas grave, vous ne savez pas la faire aujourd'hui. Focalisez-vous sur ceux qui sont prêts à prendre un risque sur vous. Et du coup, après, posez-leur ces questions. Servez-vous de ce côté un peu plus amical qu'ils ont envers vous et en fait, avec le côté un peu naissant de votre boîte pour mieux comprendre leur business et leur industrie. Parce que pour le coup, l'industrie, c'est la même que ceux qui sont moins risk-friendly, on va dire. Et posez-leur ces questions et essayez de gratter autour du problème et de devenir aussi un expert du problème que vous résolvez. Il ne s'agit pas juste d'être un expert de votre solution. Il s'agit juste aussi de comprendre le domaine et l'industrie dans laquelle votre solution elle se trouve. Et encore une fois, et c'est là où c'est compliqué, mais il faut poser des questions. Il faut le moins parler possible. Il ne faut pas être là en mode mon produit c'est le meilleur, etc. Et vous faites ça comment et pourquoi et c'est quoi le risque et si vous le faites pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi vos priorités dans 6 mois. Enfin, c'est vraiment comprendre en fait ce qui leur fait peur parce que ce qui leur fait peur… Tu les appelles, toi? Tu les appelles ou t'envoies des questionnaires? Je sais que souvent cette question elle revient. C'est les appeler, ouais, c'est passer du temps avec eux, c'est leur poser des questions. C'est encore une fois, Bonne réponse. et ça peut être aussi il y a deux choses à avoir en tête. Il y a l'objectif de l'entreprise que vous ciblez et l'objectif de la personne qui va être votre champion dans l'entreprise, si vous vendez sur un modèle un peu plus sales. Et il faut lui demander, aujourd'hui, c'est quoi le succès pour toi? Et réellement, une bonne année pour toi, c'est quoi? C'est ça qu'il faut comprendre parce que, notamment si vous êtes sur un modèle un peu plus sales, cette personne, elle va devenir votre champion dans l'entreprise. Elle va convaincre d'autres personnes quand vous ne serez pas là. Puisque, encore une fois, vous n'avez pas la force commerciale d'avoir des gens qui vont les rencontrer tout le temps, etc. Et en tant que founder, en général, vous n'avez pas de commerciaux, il faut que vous fassiez des sales vous-même de toute manière au début. Donc, ce qui est important, c'est que si cette personne elle a du succès avec votre solution, donc en gros, si elle est promue, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien, quoi. Donc, il faut essayer de comprendre en sorte quels sont les objectifs de cette personne-là, individuellement,
et ensuite de comprendre les objectifs de la boîte aussi. Mais c'est super important de dézoomer de votre produit pour qu'il y ait ce match avec le marché à terme. Bien sûr, ces belles paroles. Je te remercie, Jérôme. C'était franchement passionnant. Je ne sais pas si tu as regardé, mais on a pas mal de petits commentaires qui te remercient pour cette présentation très dense, très claire. Je te remercie aussi. Franchement, c'était top. Je pense qu'on peut la refaire une fois tous les 3 mois, cette presse, parce Volontiers. qu'elle est vraiment hyper utile.